10 chanteurs homosexuels français, toujours ivres. Leur vie cachée derrière les projecteurs. Ils montaient sur scène sous les projecteurs, acclamés, maquillés, habillés de paillettes ou simplement armés d'un micro. Ils étaient des icônes des voix uniques dans l'univers de la chanson française. Mais derrière les sourires figés, les refrains entraînants et les shows enflammés, se cachait une autre réalité. Une réalité sombre, douloureuse, souvent noyée dans l'alcool. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un sujet tabou, 10 chanteurs français, ouvertement homosexuels qui ont été prisonniers d'un cycle d'ivresse, de dépendance et parfois d'autodestruction. Pour certains, l'alcool était un refuge contre les jugements. Pour d'autres, c'était une fuite devant la solitude ou le rejet. Et dans de rares cas, c'était juste un compagnon de fête qui ne les a plus jamais quittés. Leurs histoires ne sont pas inventées. Elles sont réelles, documentées, parfois tragiques, mais toujours profondément humaines. Préparez-vous à découvrir ce que le Strass ne vous a jamais montré. 1. Patrick Juvet. Le rêve disco. Brisé dans l'alcool. Patrick Juvet, icône incontestable du disco des années 70, est surtout connu pour son tube planétaire « Où sont les femmes ?» Derrière son allure de playboy androgyne et ses tenues pailletées, se cachait un homme fragile, en quête d'amour, d'acceptation et surtout de paix intérieure. Ouvertement homosexuel, Juvet n'a jamais fait de mystère sur son orientation sexuelle, ce qui était encore tabou à l'époque. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point l'alcool a joué un rôle destructeur dans sa vie. Dès les années 80, alors que sa carrière décline avec la fin de l'ère disco, Patrick sombre lentement, mais sûrement dans la dépression et la dépendance. Il avoue lui-même dans une interview bouleversante « J'ai connu la gloire trop tôt, trop fort. Quand ça s'est arrêté, je me suis effondré. L'alcool est devenu mon refuge. Pendant près de 2 décennies, il vit entre la Suisse et Paris, isolé méconnaissable et souvent ivre, dans les bars ou les hôtels de seconde zone. » Les témoignages de proches, comme celui de son ancien manager, parlent d'un homme constamment en état d'ébriété, parfois incapable de tenir une conversation cohérente. Il tente plusieurs cures de désintoxication, mais sans succès durable. À mesure que les années passent, Juvet devient l'ombre de lui-même. Le miroir du succès brisé laisse place à un reflet trouble, abîmé par les excès. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il tente un léger retour sur scène. Mais les critiques sont tièdes et le public semble avoir oublié l'étoile disco qu'il fut. Rongé par le sentiment d'échec et toujours sous l'emprise de l'alcool, il meurt seul dans un appartement en Espagne en 2021, à l'âge de 70 ans. Ce destin tragique nous rappelle combien la gloire peut être éphémère et combien la pression de l'image peut être dévastatrice pour les artistes. Patrick Juvet reste à jamais ce chanteur, au regard mélancolique, victime d'un système qui l'a adulé, puis abandonné, et d'un démon, l'alcool, qu'il n'a jamais réussi à vaincre. UCI 2. Étienne Dao, le prince de la pop française, face à ces démons. Étienne Dao, considéré comme l'un des piliers de la pop française des années 80 et 90, a toujours cultivé une image de dandy mystérieux à la voix douce et aux paroles envoûtantes. Derrière ses mélodies rêveuses et son charisme discret, se cachait pourtant une vie intérieure tumultueuse, marquée par des années d'excès de solitude et une longue lutte contre les dépendances. Bien qu'il soit resté discret sur sa vie privée, Dao a évoqué à plusieurs reprises son orientation homosexuelle avec pudeur,
sans jamais la nier. Ce que peu de fans savaient, c'est qu'à l'apogée de sa carrière, Daho noyait son mal-être dans l'alcool et les drogues. Dans une interview accordée à Libération, il confesse avoir traversé une période sombre dans les années Kadi, durant laquelle il se sentait vidé, submergé par la célébrité et incapable de se reconnecter à lui-même. L'alcool devient alors un refuge silencieux, un moyen d'échapper à la pression constante des projecteurs et à ses propres doutes existentiels. Ses amis et collaborateurs de l'époque parlent d'un homme parfois absent, instable émotionnellement, qui arrivait aux répétitions les yeux rougis, ou qui s'effondrait après les concerts dans un état second. Son corps et sa voix commencent à en subir les conséquences. En 1995, après une hospitalisation brutale due à une infection pulmonaire, il décide de tirer un signal d'alarme. Il met sa carrière en pause, coupe les ponts avec certains milieux et entame une thérapie profonde. Ce fut un long chemin semé d'embûches. Il raconte dans ses mémoires avoir connu des rechutes douloureuses, mais également des moments de renaissance. Son retour avec l'album Réévolution marque un tournant plus sombre, plus introspectif. L'artiste y évoque sans détour ses luttes, ses doutes et ses blessures passées. Aujourd'hui, Étienne Daho est vu comme un survivant, un artiste qui a su traverser les décennies sans trahir son identité. Il parle avec recul et lucidité de cette époque destructrice, soulignant combien l'alcool, loin d'être un allié, fut un poison lent. Son histoire montre qu'il est possible de se relever même lorsque l'on a longtemps touché le fond. 3. Michou, le roi du cabaret noyé dans les bulles de champagne. Impossible de parler de la scène LGBT française sans évoquer Michou, le légendaire directeur du cabaret transformiste, le plus célèbre de Montmartre. Avec ses costumes bleus électriques, ses lunettes teintées et son éternelle coupe argentée, Michou était une figure emblématique du Paris festif et extravagant. Homosexuel assumé depuis les années 60, il était aussi connu pour son amour inconditionnel du champagne. Un amour qui, derrière les apparences joyeuses, dissimulait une véritable dépendance à l'alcool. Dans les coulisses de son célèbre cabaret Michou, le champagne coulait à flots. Pour lui, pas besoin de raison pour trinquer. Il faut bien que les bulles montent à la tête pour que la magie opère, disait-il souvent. Mais ses proches, y compris ses artistes et collaborateurs, ont souvent témoigné que Michou ne commençait jamais une journée sans une coupe et qu'il continuait à boire jusqu'à la fermeture du cabaret, souvent bien après minuit. Avec le temps, l'alcool devint une routine inséparable de son personnage public. Les journalistes qui l'interviewaient le retrouvèrent souvent déjà joyeux à 11h du matin et il ne s'en cachait pas. Dans une interview donnée à Paris Match, il déclare avec humour mais sans filtre « Je suis tombé amoureux du champagne avant de tomber amoureux des garçons ». Derrière la plaisanterie se profilait toutefois une forme de solitude chronique qu'il compensait par l'excès de fêtes de verres et de paillettes. L'alcool n'a pas seulement altéré sa santé physique, mais aussi sa lucidité sur la fin de sa carrière. Dans ces dernières années, les médecins lui conseillent d'arrêter l'alcool. Il réduit légèrement, mais sans jamais cesser totalement. Il meurt en 2020, à l'âge de 88 ans dans sa maison de retraite à Paris, entouré de souvenirs de robes à sequins, et selon les rumeurs d'une dernière bouteille de Moët. Michou restera à jamais une légende, un homme qui a apporté lumière et liberté à toute une génération de transformistes. Mais derrière les projecteurs et le strass, se cachait un homme fragile, accroché à son verre, comme à son identité flamboyante. Une existence enivrante au sens propre comme au figuré. 4. Coccinelle,
Une icône, transgenre brisée par les excès. Coccinelle de son vrai nom. Jacqueline Charlotte Dufresnoy n'était pas seulement une chanteuse. Elle était un symbole, une pionnière, la première femme transgenre en France à avoir connu la notoriété nationale et internationale. Dans les années 50 et 60, elle enflamme les scènes de cabaret et devient une figure adulée dans le monde du spectacle. Pourtant, derrière son élégance soignée et sa voix suave, se cache une femme tourmentée par ses blessures profondes et une addiction tenace à l'alcool qui finira par l'éloigner de la scène. Issue d'un parcours de transition courageux à une époque où la transidentité était tabou, Coccinelle vit dans la lumière, mais aussi sous la pression constante des médias, des moqueries et de la société patriarcale. Elle trouve dans le monde nocturne du cabaret une forme de refuge, mais aussi un piège. L'alcool y est omniprésent et devient peu à peu sa béquille émotionnelle. Ses proches racontent qu'elle ne montait presque jamais sur scène sans avoir bu plusieurs verres, parfois du champagne, souvent du cognac. Dans plusieurs biographies et témoignages, notamment celui de l'auteur Sébastien Lifshitz, on apprend que Coccinelle luttait contre une profonde solitude. Bien qu'aimée du public, elle était souvent rejetée dans sa vie personnelle. L'alcool devient alors une compagne silencieuse, capable d'effacer ne serait-ce qu'un instant la douleur du rejet. Avec les années, sa consommation devient chronique, incontrôlable. Elle alterne périodes de lumière et de disparition, parfois internée, parfois absente, pendant plusieurs mois de la scène parisienne. Son retour dans les années 80, bien que salué par la communauté LGBT, est assombri par sa fragilité physique et psychologique. La voix n'a plus la même puissance. Les gestes sont plus lents, les mots parfois flous. Elle continue malgré tout à chanter dans quelques cabarets, notamment à Marseille et à Nice, mais l'éclat d'antan s'estompe. Jusqu'à la fin de sa vie, Coccinelle restera dépendante à l'alcool, incapable de s'en défaire totalement, malgré les tentatives de ses proches. Elle meurt en 2006, à l'âge de 75 ans, laissant derrière elle un héritage immense, mais aussi le souvenir douloureux d'une femme brisée par les pressions sociales, les luttes identitaires et l'alcool. Coccinelle était bien plus qu'un phénomène de spectacle. Elle était une battante, un modèle de courage qui a payé le prix fort pour sa liberté. 5. Pierre Pascal, l'artiste queer au bord du gouffre. Pierre Pascal est loin d'être une figure mainstream de la scène musicale française, mais dans les milieux alternatifs, LGBTQ+, il est une véritable icône underground. Auteur-compositeur, interprète et performeur, il s'est imposé avec son style électropop, provoquant ses clips sulfureux et ses textes chargés de souffrance, de sexualité et d'autodérision. Mais derrière l'image de l'artiste excentrique et engagé se cache une réalité sombre et douloureuse, une longue descente aux enfers, marquée par l'alcoolisme, la dépression et des tentatives de suicide. Pierre Pascal ne cache rien de ses tourments. Dans plusieurs interviews et publications personnelles, il parle à cœur, ouvre de son homosexualité, de la stigmatisation qu'il a subie dès son adolescence et de sa lutte constante pour exister dans un monde hostile. L'alcool s'est très tôt imposé dans sa vie comme un mécanisme de survie. Il boit pour affronter le regard des autres, pour tenir debout sur scène, pour s'endormir sans cauchemar. Dans un post poignant publié sur son blog, il écrit « L'alcool ne me faisait plus danser,
il me faisait tomber. Mais c'était le seul qui me tenait encore la main. Son entourage confirme la gravité de son état dans les années 2010. Pierre enchaîne les soirées où il monte sur scène dans un état second titubant, parfois au milieu de ses paroles, ou s'effondrant dans les loges. Il refuse l'aide qu'on lui propose, préférant fuir dans la création, quitte à s'y perdre. Ses textes deviennent de plus en plus sombres, imprégnés de violence intérieure, de confusion mentale, de révolte. Il est interné à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques, après des épisodes de crises aiguës liés à sa consommation excessive d'alcool, couplée à des antidépresseurs. Dans un rare moment de lucidité, il évoque, dans une interview à Têtu, « L'alcool m'a détruit plus que les insultes, parce que je croyais qu'il était mon ami. » Aujourd'hui, Pierre Pasquale reste un artiste, à part toujours actif, mais marqué à jamais par ses années d'autodestruction. Il tente de sensibiliser à la santé mentale dans les communautés LGBTQ+, avec une lucidité déchirante. Son parcours est celui d'un survivant des nuits parisiennes, d'un poète ivre de douleur et d'un homme qui cherche encore la lumière au bout du tunnel. 6. Catherine. Le clown pop et les vers invisibles. Philippe Catherine, plus connu sous son seul nom de scène. Catherine est un artiste inclassable de la chanson française. Avec son humour absurde, ses clips délirants, ses tenues décalées et sa pop foutraque, il s'est imposé comme un ovni musical dès les années 90. Mais sous ce masque de joyeux excentrique se cachait un homme en lutte contre ses démons intérieurs, et notamment une relation complexe et souvent destructrice avec l'alcool. Bien qu'il n'ait jamais fait de coming out classique, Catherine a évoqué dans plusieurs entretiens sa bisexualité assumée et a été régulièrement engagée dans des projets LGBT-friendly. Mais ce sont surtout ses propos sur l'alcool comme échappatoire qui ont marqué certains de ses lecteurs et spectateurs les plus attentifs. Dans une entrevue accordée au magazine Les Inrecuptibles, Catherine confie à demi-mot avoir traversé une période de vide existentiel où les soirées arrosées devenaient sa seule manière de supporter le silence, la solitude et la pression créative. Il explique « L'ivresse m'aidait à faire tomber les barrières, mais je me suis rendu compte qu'elle m'empêchait aussi de les reconstruire ensuite. » Son entourage proche témoigne d'un Catherine souvent en état second, surtout durant ses années les plus productives. Lors de l'enregistrement de certains albums, il arrivait déjà pompette au studio Buvet pour stimuler la folie et entrer dans des phases d'improvisation frénétique, parfois incompréhensibles. Certains collaborateurs ont dû abandonner des sessions entières à cause de ces excès incontrôlés, mêlant alcool-anxiété et égarement créatif. L'artiste, dans son humour si particulier, a même abordé sa propre addiction de manière déguisée dans plusieurs chansons, notamment Pas tout seul ou Luxor. J'adore, où l'euphorie côtoie toujours une forme de vide. Pour ses fans, cela semblait être une esthétique. Mais pour lui, c'était une réalité vécue parfois douloureuse, souvent silencieuse. Au fil des années, Catherine a su retrouver un certain équilibre, notamment grâce à la paternité et à son travail au cinéma. Mais il garde une distance prudente avec l'alcool, comme un ancien complice dont il se méfie désormais. Il en parle sans honte, mais avec gravité. Le vin blanc, c'est joli, sauf quand tu le bois pour ne plus penser. Catherine reste aujourd'hui un artiste libre, mais lucide, sur les limites de l'excentricité alcoolisée.
et sur les cicatrices qu'elle peut laisser dans l'âme. 7. Antoine Garel, la voix sensible noyée dans le silence. Antoine Garel, chanteur du groupe Underground. Garçon sensible est l'un de ces artistes discrets dont l'univers musical fragile et poétique cache une profonde mélancolie. Peu connu du grand public, mais adoré dans certaines sphères queer françaises, Antoine s'est fait remarquer par ses textes intimistes, ses performances brutes et son engagement pour la visibilité LGBTQ+. Ouvertement gay, il a souvent chanté les blessures de l'amour homosexuel, les incompréhensions familiales et le poids du regard social. Mais derrière les mélodies douces, un mal bien plus insidieux grandissait une dépendance à l'alcool qu'il tenta longtemps de cacher. Dans une rare interview, accordée à un webzine indépendant, Antoine Garel avoue avoir commencé à boire dès l'adolescence pour faire taire le rejet, les moqueries et sa propre peur de ne jamais être assez. L'alcool devient vite un rituel, avant les concerts, après les concerts, pendant les nuits blanches d'écriture. Il décrit cette spirale comme une caresse qui se transforme en griffure. Son compagnon de scène raconte que les répétitions devenaient impossibles, tant Antoine arrivait parfois ivre, perdu dans ses pensées, incapable de chanter ou même de se tenir droit. Lors d'un showcase en 2016 à Marseille, il s'effondre littéralement sur scène. L'événement ne fait pas la une des journaux, mais dans les cercles proches, le secret n'en est plus un. Antoine est alcoolique. Pendant plusieurs années, il alterne tentatives de sevrage et rechute. Il entre en clinique de désintoxication en 2018, où il reste plusieurs mois. Dans une lettre ouverte publiée sur ses réseaux sociaux, il écrit « Je croyais que l'alcool me permettait d'exister. En réalité, il me faisait disparaître. » Malgré une certaine amélioration de son état, les séquelles physiques et mentales sont bien là. Il continue à faire de la musique, mais de façon sporadique et fragile. Ses apparitions publiques se font rares, souvent teintées d'une tristesse palpable. Le regard est fatigué, la voix tremble, mais l'émotion est intacte. L'histoire d'Antoine Garel n'est pas celle d'un drame médiatisé, mais d'un combat silencieux, profondément humain. Il incarne ces artistes sensibles qui, face à un monde brutal, cherchent refuge dans la création et parfois se perdent dans l'ivresse. Sa voix reste même si elle vacille, et son histoire nous rappelle combien les êtres les plus doux sont parfois les plus en danger. 8. Jean Guidoni, l'enfant terrible de la chanson, confronté à ses excès. Jean Guidoni, avec sa voix grave, ses textes crus et son esthétique provocante, a toujours été un artiste à part dans le paysage musical français. Depuis les années 80, il a su s'imposer comme une figure forte de la chanson, à texte mêlant poésie, théâtre et politique. Ouvertement homosexuel, il a abordé sans détour les thèmes du désir, du sexe, du sida et des souffrances identitaires dans des albums comme Tigre de porcelaine ou Crime passionnel. Mais derrière cette liberté de ton et cette intensité scénique se cachait un homme hanté par ses propres fantômes, dont l'un portait un nom familier, l'alcool. Au fil de sa carrière, plusieurs témoignages d'amis et de collaborateurs révèlent que Guidoni avait une relation troublée avec la boisson. Loin du cliché festif, son alcoolisme s'inscrivait dans une démarche presque existentielle. Il buvait pour traverser ses chansons, pour atteindre un état de vulnérabilité brute
qu'il estimait nécessaire à son art. Mais cette quête artistique s'est vite transformée en une addiction dangereuse qui affectait son entourage et sa santé. Les répétitions devenaient parfois chaotiques, les spectacles imprévisibles. Il montait sur scène en état d'ébriété légère, certains soirs, en balbutiant ses propres textes, d'autres fois, en livrant des prestations d'une intensité bouleversante. L'alcool semblait faire partie du personnage, une sorte de filtre poétique, à travers lequel il transformait douleur et rage en chansons. Mais cette dépendance le rongeait peu à peu. Dans une entrevue rare, accordée au Nouvel Observateur, Guidoni déclare « L'alcool, c'est comme l'amour quand il vous quitte, vous êtes vide. Mais quand il reste, il vous détruit, lentement. » Ces mots en disent long sur le tiraillement intérieur d'un homme entre création et destruction. Durant les années 2000, son activité devient plus sporadique. Certains albums passent inaperçus, ses apparitions sur scène se font rares. Il traverse plusieurs périodes d'isolement, se retirant de la vie médiatique et, selon des proches, plongeant à nouveau dans des excès d'alcool pour supporter le silence artistique. Même s'il ne l'a jamais totalement confirmé, de nombreuses sources indiquent qu'il a suivi plusieurs cures de désintoxication avec un succès mitigé. Aujourd'hui encore, Jean Guidoni reste un artiste culte mais discret. Ses chansons continuent de vivre, souvent reprises dans les cercles alternatifs LGBT. Mais son regard dur, son silence, ses absences prolongées laissent deviner une vie marquée à jamais par les excès et par une sensibilité trop grande pour un monde trop rugueux. 9. John Alexander, l'artiste exilé de lui-même. Jan Alexander, chanteur franco-gabonais, est l'un de ces artistes singuliers dont la musique ne rentre dans aucune case. Mélangeant chansons françaises, influences africaines, récitatifs, théâtraux et engagements militants, il a su créer un univers très personnel et résolument marginal. Ouvertement homosexuel, il n'a jamais hésité à défendre la visibilité LGBTQ+, dans ses textes. Mais derrière la façade militante et créative se cache un homme longtemps rongé par l'alcool, la colère et le rejet. Né d'un père gabonais et d'une mère française, Jan a grandi dans un entre-deux culturel douloureux, souvent confronté au racisme, à l'homophobie et à la solitude. Dès ses débuts sur scène dans les années 2000, il aborde des sujets tabous avec une intensité rare: l'inceste, l'exil, la trahison familiale. Cette lucidité brutale lui vaut des critiques, de l'admiration et aussi beaucoup d'isolement. L'alcool devient alors une échappatoire silencieuse, un moyen de calmer la tempête intérieure. Dans plusieurs entretiens, Jan Alexander parle ouvertement de ses années d'autodestruction, marquées par des concerts donnés dans un état de semi-conscience, des disputes violentes avec son entourage et des nuits entières noyé dans des litres de vin rouge. Son frère, dans un témoignage touchant, confie: Jan buvait non pas pour s'amuser, mais pour se punir. Ses fans les plus proches l'ont vu osciller entre brillance poétique et effondrement psychologique. Il monte parfois sur scène, sans répéter à nul, à la dernière minute, ou chante dans une sorte de transe alcoolisée. Certains critiques parlent de performances habitées, d'autres de moments gênants, à la limite de la perte de contrôle. En 2014, après un malaise sévère en coulisses, il est hospitalisé d'urgence. Cet événement devient un point de bascule. Il décide alors de se retirer temporairement, d'arrêter l'alcool
et de suivre une thérapie. Il en ressort transformé, mais marqué. Dans une chanson bouleversante intitulée « Papa, Mom », il évoque ce chemin de croix avec une sincérité glaçante. « J'ai bu pour ne plus hurler, mais j'ai fini par crier dans mon vin. » Aujourd'hui, Jan Alexander continue de chanter, d'écrire, de créer. Il parle peu de son passé, mais ne le renie pas. Il affirme que l'alcool lui a presque volé sa voix, son âme et son avenir, mais que le combat continue, un jour à la fois. Sa trajectoire est celle d'un artiste brisé, réparé et à nouveau fragile, mais toujours debout, toujours 10. Didier Lestrade, l'activiste, le chanteur et les vers de trop. Didier Lestrade est principalement connu du grand public comme journaliste-écrivain et cofondateur de l'association Act Up Paris Fer de Lens de la lutte contre le sida dans les années 90. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a également eu une carrière musicale en tant que chanteur et DJ profondément enraciné dans la scène queer underground française. Engagé, flamboyant, parfois provocateur, Didier Lestrade est aussi un homme qui a longtemps lutté contre sa dépendance à l'alcool, qu'il décrit lui-même comme une guerre intérieure constante. Dans ses mémoires, dans de nombreuses interviews et surtout dans ses chroniques publiées dans Libération, où Têtu Lestrade parle sans détour de ses excès, de ses soirées déjantées et de sa relation destructrice avec l'alcool. Pour lui, comme pour beaucoup de militants gays de sa génération, les années sida ont été un mélange d'urgence, de militantisme et de fête. L'alcool et la drogue étaient omniprésents dans les clubs, les réunions, les afters. Et très vite, ce qui n'était qu'un outil social devient une béquille psychologique. Il raconte avoir sombré dans un cycle de consommation incontrôlable dès la fin des années 90, lorsque l'adrénaline du combat militant diminue. La perte de nombreux amis, la fatigue émotionnelle, les déceptions politiques, tout cela le pousse à chercher l'oubli au fond des bouteilles. Dans un texte poignant publié sur son blog personnel, il écrit « J'étais sobre quand j'étais en colère, ivre quand j'étais triste, et j'étais triste tous les soirs. » Ses proches parlent d'un Didier difficile à gérer, à cette époque colérique, instable, souvent absent mentalement, même en pleine conversation. Lors de ses rares concerts ou lectures publiques, il lui arrivait de bafouiller, de perdre le fil ou de se retirer précipitamment. Certains événements furent même annulés à la dernière minute à cause de son état. Conscient du gouffre dans lequel il glissait, Lestrade décide d'entamer un sevrage à partir de 2010. Il décrit ce processus comme une guerre totale contre lui-même, faite de rechutes et de solitude, mais il en sortira plus fort, plus lucide et déterminé à dénoncer les ravages de l'alcool dans la communauté LGBT, un sujet encore trop peu abordé selon lui. Aujourd'hui, Didier Lestrade continue d'écrire, de militer et d'inspirer. Son témoignage est l'un des plus précieux, celui d'un homme de combat, de maux et de douleurs, qui a traversé les flammes de l'alcool pour revenir plus libre que jamais, plus libre. Derrière chaque refrain, chaque sourire sur scène, chaque éclairage de projecteur, se cachait une douleur, une solitude, une lutte silencieuse. Ces 10 chanteurs homosexuels français n'étaient pas seulement des artistes, ils étaient des êtres humains confrontés à un monde souvent trop dur, trop étroit, trop sourd à leurs différences. Et pour beaucoup, l'alcool a été à la fois un refuge et un piège. Leur histoire nous rappelle que le talent ne protège pas de la souffrance, que la gloire ne guérit pas les blessures de l'âme, et que même les plus brillants
peuvent se noyer dans l'ombre. En les écoutant, en les redécouvrant, nous rendons hommage à leur fragilité autant qu'à leur force. Et peut-être, à travers eux, nous tendons la main à ceux qui aujourd'hui encore cherchent dans un verre une réponse qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à soutenir les voix oubliées.